Pour qu'on se remplisse d'énergie, nous allons vous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font. Bienvenue, José Castelou, Monsieur Choque et Monsieur Kouli. Ils font partie de l'association AINI. Toi, tu t'appelles Juan Gonzalo. Écoute, que fait l'association AINI? Merci. Bonjour, effectivement, nous sommes une organisation non gouvernementale. Nous avons plusieurs projets qui sont des projets d'économie sociale et solidaire. Nous nous centrons surtout sur les femmes, les organisations sociales et productives que l'on forme, le soutien pour la consolidation productive, la protection de l'environnement, les finances solidaires, ce que nous appelons les fonds solidaires, pour qu'ils puissent accéder à des ressources leur permettant de consolider le travail des organisations d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un travail assez vaste, mais l'une des choses importantes de cette organisation, c'est le fait de pouvoir croire aux gens. Et tout ceci à travers cette approche d'économie sociale et solidaire. Donc, je te laisse le micro pour continuer à parler avec vous. Bill, comment vas-tu? Comment est-ce que vous avez commencé ce projet? Comme Gonzalo l'a bien dit, nous travaillons à La Paz, en Bolivie, aux municipalités de Achocaya, Calamar, Camecapaca. Nous entreprenons des initiatives d'économie sociale solidaire. Il y a 3 ans, Gonzalo a été présent au Forum mondial d'économie solidaire à Bilbao. Et à partir de cela, nous avons commencé avec des projets d'économie sociale et solidaire. Nous travaillons avec des associations productives, des organisations sociales. Nous pensons que l'économie sociale et solidaire est un modèle social et solidaire alternatif à travers des gouvernements, des projets municipaux, des organisations sociales comme Tupac Katari, Bartolina, qui sont des organisations très reconnues dans notre milieu. Nous avons également Javier Gaidelut, également de l'association Heidi. C'est un plaisir de parler de cette idée et c'est un projet qui donne déjà ses premiers fruits. Comment est-ce que vous voulez faire tout ceci? Comment vous le faites? Comment vous apportez à l'économie sociale et solidaire? Merci. Bonjour. Pour nous, c'est un plaisir d'être ici au Mexique. Nous nous sentons tellement heureux d'avoir fait ce voyage. Merci à nos collaborateurs qui travaillent avec Sabaldita et Solsog d'Espagne et de Belgique. Cette motivation naît des objectifs de AINI. AINI signifie dans notre terre et dans notre culture un travail commun, un travail collaboratif. Tu m'aides, je t'aide. Et nous, avec notre association, nous faisons avancer tout ceci. Nous essayons d'intégrer tout le monde avec ce concept de l'inclusion, avec les personnes. Nous travaillons avec les familles, avec l'équité de genre, avec les communautés, avec les gouvernements municipaux. Nous essayons d'incider sur les politiques publiques et aussi au niveau communautaire. Nous essayons d'avoir une co-responsabilité pour l'équité de genre. Nous faisons avancer des projets productifs, des projets pour l'accès à l'eau, pour la consommation humaine, mais aussi pour l'agriculture, parce que là où nous vivons, il y a peu d'eau et il faut bien en profiter. Nous voulons
utiliser correctement l'eau, éviter l'utilisation de produits chimiques. Nous voulons utiliser des engrais nationaux. Nous travaillons depuis la cellule de la famille, les personnes, et nous allons vers des niveaux plus complexes. Notre idée, c'est d'améliorer les conditions de vie pour toute notre société. Donc, nous n'avons pas une ou deux, mais peut-être 24 initiatives d'économie sociale et solidaire. Et nous développons 2 projets spécifiques. Ces projets, ce modèle et toute cette vision, avec l'expérience que vous avez déjà aujourd'hui, vous pensez le répéter avec d'autres associations et d'autres personnes? Si tel est le cas, avec qui allez-vous commencer à travailler? Eh bien, le modèle d'économie sociale et solidaire ou l'approche d'économie sociale et solidaire, c'est un modèle qui nous permet de changer le monde. C'est un modèle qui nous permet de penser aux nouvelles générations. Donc, nous, en tant qu'institution, nous sommes convaincus de l'approche de l'économie sociale et solidaire. L'idée est d'éviter la dégradation de l'environnement. Nous voyons que la pauvreté augmente, que les familles sont de plus en plus vulnérables et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est très important de croire parce que nous travaillons avec des principes et des valeurs qui ne sont pas toujours tangibles, mais il faut travailler parce que nous voyons que le monde se déshumanise. Et une manière d'avancer, c'est de potentialiser l'économie sociale et solidaire. Elliot, je te demanderai comment faire pour que les jeunes générations tombent amoureuses de l'économie sociale et solidaire. Elles sont toujours collées aux réseaux sociaux. Comment faire pour qu'ils sortent sur le terrain, pour qu'elles quittent leur zone de confort? Comment faire pour commencer à semer dans les jeunes générations cette idée que vous travaillez déjà? C'est une question très intéressante. Ce matin, j'écoutais avec beaucoup d'attention les chercheurs, les gens qui travaillent dans la partie académique. Et je me disais, c'est très compliqué de faire atterrir, de concrétiser ces idées sur le terrain. Nous, en tant qu'institution, nous travaillons avec une méthodologie qui s'appelle la participation populaire. Cette méthodologie nous permet de travailler avec nos organisations en récupérant tout le travail qu'ils savent déjà faire. Par exemple, dans les zones où nous travaillons, on pratique énormément la collaboration entre familles, entre personnes, entre communautés. Le travail communautaire est un autre principe, une autre valeur que nous essayons de transmettre aux différentes générations pour qu'elles puissent transmettre cette pratique millénaire. Nos projets visent également à être inclusifs et participatifs, c'est-à-dire que tout le monde doit participer, les femmes, les jeunes, les demoiselles, parce que c'est ces personnes-là qui seront capables de s'occuper de la technologie, de choses modernes. C'est elles, ces jeunes filles, qui pourront établir un lien avec le monde. C'est elles qui peuvent accéder à ce type de choses. Javier, est-ce que vous avez des réseaux sociaux où l'on pourra vous suivre? Oui. www.aini.org.gov, vous pouvez nous suivre. Nous avons également un Facebook et nous espérons que nous pourrons partager les expériences que nous avons entendues ici, que nous repartirons avec. Tout ce que nous avons entendu ici nous emplit de fierté et d'inspiration. Merci beaucoup. Je suis certain que tout ceci sera fructueux. Nous avons d'autres invités maintenant. Un applaudissement.
Perfecto, vamos a dar inicio, no sin antes recordarles justamente que la importancia de esta actividad es crear... L'importance de cette activité est de créer cette dynamique entre vous et nous. Nous l'avons déjà dit, cette passerelle est une partie très importante pour que les gens qui ont fait l'effort de venir présenter ces propositions aient cette possibilité d'exposer son projet. En plus, nous arrivons en 3 langues au monde entier, anglais, français, espagnol. Certainement, on va voir surgir des alliances et ça aussi, ce sera très important. À partir de tout ceci, les organisations qui vont se présenter aujourd'hui pourront faire des alliances et de se développer. Bon, nous allons passer à notre prochaine initiative. Nous allons entendre Magda Patrice Estrada, pour qui je demande un applaudissement, de l'unité administrative spéciale d'Organisation Solidaire. Bienvenue Magda, comment vas-tu? Bonjour, comment vas-tu? Nous sommes heureuses de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Tu peux nous raconter quelle est ton organisation? Oui, bien sûr. Moi, je fais partie d'une organisation publique de l'État. Nous sommes une unité administrative spéciale au niveau national en Colombie qui se consacre au développement de l'économie solidaire. Nous, par norme, on parle de l'économie solidaire plutôt que d'économie sociale et solidaire. Est-ce que je pourrais te demander comment est-ce que vous avez commencé? Comment est-ce que vous avez commencé cette organisation SEREV? Notre entité a une constitution depuis 2011. Nous, avant, on était un département administratif de l'économie solidaire. Cela veut dire que nous avons souffert une transformation. Nous avons cessé d'assister au comité des ministres et nous sommes devenus une partie du ministère du Travail, c'est-à-dire que nous sommes devenus plus un département qui se charge d'améliorer la qualité de vie des personnes. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Ça fait 10 ans. Donc, j'ai fait partie des différentes transformations qui ont eu lieu. En ce moment, dans mon pays, on a signé des accords et nous avons commencé à réfléchir à l'économie solidaire comme une alternative, un outil pour la paix. Nous avons participé dans tous les projets de favorisation de l'économie et des projets. Cela a fait partie de la réforme qui était comprise dans la démobilisation des FARC. Combien de personnes participent dans cette organisation? Nous savons que c'est un effort que nous représentons, mais il y a certainement beaucoup de personnes dans ton équipe. Bien sûr, nous avons notre domicile siège à la ville de Bogota où nous travaillons avec les autres organisations, mais nous avons également une présence dans certains départements du territoire national. La Colombie a 32 départements. Parfois, dans les départements de l'Amazonie et de l'Orinoco, ils sont très éloignés et donc là, nous n'avons pas de présence. Mais notre couverture est assez grande pour pouvoir assister les communautés et leurs besoins pour tout ce qui a trait à l'économie solidaire. Merci. Bienvenue. Je suis heureux que tu aies ici un espace pour qu'il y ait plus de gens qui vous connaissent et qui vous suivent. La pandémie a été intéressante à plusieurs sens, mais parfois ça a été un accélérateur. On est obligé de pousser sur l'accélérateur pour différents projets. Oui.
Nous travaillons sur la création d'entreprises solidaires, nous les renforçons, nous protégeons les organisations du secteur, mais nous avons également une fonction spécifique en termes d'éducation solidaire pour faire la promotion et le développement dans ce domaine de l'éducation. En termes de post-pandémie, il y a eu des changements institutionnels dans le pays qui ont permis d'avoir une vision beaucoup plus décidée pour l'entrepreneuriat. Donc, nous avons commencé à identifier d'autres actions pour s'articuler et telles que la nouvelle loi 2020 l'a permis. Magda, est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent quel serait l'apport que vous faites en tant qu'organisation pour le monde s'ils devaient faire la même chose que vous, suivant votre exemple, qu'est-ce que vous apportez comme organisation? Eh bien, je pense que, comme on l'a dit dans le forum d'aujourd'hui, il faudrait que l'éducation mobilise réellement les différents acteurs dans le territoire. Nous, en ce moment, on a un programme d'éducation solidaire qui cherche à ce que chaque territoire assume sa responsabilité pour qu'il devienne un territoire solidaire. Nous avons des paris sur le long terme. Par exemple, les différents acteurs comme les gouvernements municipaux, les participants des organisations. Nous réfléchissons sur ce qui permet l'éducation et la construction dans ces territoires. C'est pour ça qu'il est très important dans ces territoires de trouver plus d'affinités avec d'autres fonctionnaires publics, d'autres institutions et d'autres pays pour partager les expériences et savoir comment nous pouvons faire pour potentialiser les programmes, les plans et les projets adaptés aux nécessités de nos pays. Tout à fait d'accord. Tes réseaux sociaux, s'il te plaît, pour conclure. Bien sûr. Vous pouvez nous trouver à www.uaeos.gov.co et là, vous pourrez trouver l'information que nous fournissons aux citoyens du pays. Et vous pouvez voir tout ce que nous faisons en faveur de l'économie solidaire. L'Amérique latine est présente, n'est-ce pas? Nous disons au revoir avec un grand applaudissement. Nous avons d'autres cas pour partager toutes ces expériences. J'invite Mariana de la coopérative DASSO. Mariana, viens, parle-nous de ces pas magnifiques que vous avez faits. Je t'invite à t'asseoir pour qu'on parle plus tranquillement. Comment vas-tu, Mariana? Bienvenue. D'où est-ce que tu nous visites? De la ville de Mexico. Quand est-ce que tu commences avec cette idée de « je veux commencer à faire ça » Comment est-ce que ça surgit? Eh bien, tout est né à partir d'un souci pour que les gens avec toutes sortes de capacités ou de diversité neuronale soient vus normalement au moment de demander un travail. Le problème, c'est que souvent, on ne nous prend pas en considération et c'est pour cela que nous avons créé cette coopérative. Nous aussi, on a besoin d'une formation de qualité comme n'importe quelle personne. C'est à ce moment-là que naît la nécessité d'une coopérative pour nous donner cette qualité. C'est là que surgit cette coopérative qui s'appelle DASSO. Ce mot est d'origine otomi, c'est un mot qui signifie dignité. Nous l'appliquons pour le travail digne pour les personnes handicapées, de tous les handicaps, et à des personnes neuronalement divergentes. C'est pour cela que nous avons vu surgir la nécessité de cette coopérative.
Les personnes dans le public comprennent de mieux en mieux l'importance de l'inclusion dans tout ce qu'on fait dans l'économie sociale et solidaire. Vers où allez-vous dans ces scénarios qui sont là? Quel est votre objectif? Tout d'abord, la cohérence. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes dans ce monde qui ont un impact zéro. Qu'est-ce que je dis par là? Qu'ils ne polluent pas. Nous, par exemple, on cultive divers légumes organiques et nous avons également ici une liste de ce que nous venons réussir à faire avec l'inclusion du travail. Nous voulons que les entreprises fassent des ajustements raisonnables. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les personnes handicapées ne peuvent pas travailler d'un seul trait 8 heures. Nous devons commencer à travailler 4 heures, par exemple. Pas parce que nous sommes paresseux, mais c'est comme ça que nous devons travailler. Voilà les ajustements raisonnables qu'une entreprise socialement responsable devrait pouvoir réaliser pour inclure les personnes handicapées et neurodivergentes. Pour ce qui concerne l'empowerment, l'autonomisation, cela a un coût social, mais ça aussi a un coût financier. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, des spécialistes qui participent dans l'autonomisation, des psychologues. Parfois, nous avons besoin de psychothérapeutes, de psychiatres. C'est pour cela que nous sommes dans cette coopérative. L'autonomisation est quelque chose de très fort. Et nous, c'est ce qu'on veut, de meilleures opportunités de vie pour ces personnes. Combien de personnes travaillent avec toi? En ce moment, nous sommes 4, nous serons bientôt 5, mais il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent dans les réseaux sociaux. Et espérons qu'à partir de ta présentation, il y aura plus de mains. C'est une initiative très importante. Les entreprises devraient être vraiment responsables, socialement responsables, avoir un engagement avec toutes ces questions. Il ne suffit pas de créer une infrastructure pour que le lieu soit physiquement accessible. Il faut faire un peu plus et c'est bien qu'ils connaissent ton organisation. On parle de la projection vers le futur. Que dirais-tu? Qu'est-ce que j'apporte? En ce moment, concrètement, nous formons dans le domaine de la photo et de la vidéo. C'est ce qui nous passionne, c'est ce que nous avons appris. Et ce que nous apportons, c'est tourner les yeux vers les personnes handicapées, quelles que soient, et les personnes avec une neurodiversité. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique de la dépression, de l'anxiété et de la schizophrénie. C'est près de nous. Tournez vos yeux vers ces personnes qui sont près de vous. Nous voulons travailler de manière digne. Et dans ce contexte, beaucoup d'indicateurs ont explosé. Et donc, tout ce que tu nous enseignes là, c'est vraiment significatif. C'est un enseignement sur ce que c'est que donner de manière constante. Parce qu'on peut donner un jour, mais donner tous les jours dans cette envie de soutenir les autres, on a besoin de cohérence, comme tu l'as dit. Si on veut travailler avec vous, vous soutenir, où allons-nous? Je vous donne un téléphone, 55 30 59 24 83. Nous sommes dans un processus de construire des plateformes avec les jeunes de l'Institut Polytechnique National qui sont en train de nous aider. Et nous avons un courrier, Marianne
qui est mon courrier, marianarita.ramirezflores@gmail. Nous attendons votre aide. Nous offrons ce que nous avons, notre expérience. Merci beaucoup. Nous, tous ceux qui sommes ici, nous avons le défi de nous unir à vous. Quelles histoires! Quelles histoires, merci. Ils représentent un grand nombre d'agents du changement qui sont un peu partout à faire beaucoup de choses très intéressantes. Itzal, Dirari Villalobos, pouvez-vous nous accompagner? Justement parce que voici l'importance de la passerelle. Elles, c'est des gens comme nous, comme vous, qui nous regardez. Ce sont des personnes qui un jour ont eu une envie, un projet. Et c'est comme cela que tout ceci a été créé. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous accompagner. Nous sommes heureux d'avoir des personnes comme vous qui répondent aux nécessités de la société et qui veulent apporter leur grain de sable. De quelle organisation tu viens? Merci pour l'invitation. Nous venons de la Fondation Televisa. Et l'initiative que nous voulons partager, c'est Possible COP. Nous avons travaillé pendant de longues années sur des thèmes d'entrepreneuriat, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un autre type d'entrepreneuriat où nous pouvions rajouter de la valeur. Et c'est comme ça qu'est né Possible COP. C'est un programme pour des coopératives et nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas apporter des outils de business parce qu'il y a beaucoup d'alliés qui s'occupent de la partie technique et nous avons voulu compléter leur travail avec ce genre de formation. Parfois, ça part d'une idée, d'un projet. Tu avais déjà vu qu'il y a beaucoup d'organisations qui se consacrent à l'entrepreneuriat, mais vous avez voulu apporter un peu plus. Quand est né ce projet? Nous avons commencé avec le programme pilote en 2019 et à partir de 2020, nous avons commencé à développer le programme. En 2019, nous l'avons lancé à Mexico. Et pour 2020, nous avons identifié quelques régions dans le sud-est du pays et c'est là que nous avons commencé à le mettre en place. Donc en 2020-2021, nous avons travaillé surtout au Yucatan, dans le Yucatan, dans le Chiapas, dans le Puebla et à la ville de Mexico. D'autres pays sont beaucoup plus avancés en termes de fondation. On entend ici que vous faites partie d'une grande télévision et donc on se demande si vous ne cherchez pas des fins lucratives. Mais bon, c'est une manière solidaire en fait de soutenir une communauté. Et dans ce cas, Dirari, quelle a été l'expérience? Surtout dans la culture des Mexicains. Comment ça se passe avec ce thème? Merci beaucoup de me donner cette occasion de présenter ce programme. C'est vrai, quand on parle de fondation, penserait que nous sommes loin de ce type de contribution. Mais dans la fondation de Televisa, ça fait 8 ans qu'on parle d'entrepreneuriat. Et nous sommes rendus compte de la nécessité de nous occuper de ce genre de collectif de manière spécifique. Donc, nous arrivons à ces communautés vulnérables à travers nos alliés. Et nous avons réussi à trouver des gens qui contribuent à cet écosystème. Les bénéficiaires les connaissent déjà, ils ont plus de crédibilité et grâce à eux, on se rassemble de plus en plus. Nous pouvons aborder ces thèmes et nous pouvons former parce que Possible COP, c'est des formations en leadership, financement. Et eux, comme cela, ils peuvent se développer aussi bien du point de vue technique qu'ils abordent et depuis la formation de gestion, de business. Et donc, voici ce que nous faisons à travers tout ce type de programme. Eh bien, c'est certainement une grande responsabilité, un grand engagement aussi. Moi, je voudrais vous poser une question. La pandémie a
créé beaucoup de troubles. Il nous a souvent posé une grande quantité de défis. Et vous, quelle a été votre expérience? Comment avez-vous fait face à cette situation et quels conseils donneriez-vous à ceux qui n'ont pas encore réussi à se récupérer? Eh bien, travailler dans les communautés, c'était compliqué. Ce programme n'était pas facile à transférer dans un processus numérique parce que souvent les initiatives travaillent de manière différente. Par exemple, nous utilisons parfois des messages de texte, etc. Mais nous voulions avoir quelque chose d'imprimé, donc nous les convoquions quelque part avec le soutien du gouvernement de l'État. Et eux, ils repartaient dans leur communauté avec du matériel imprimé pour transmettre ces connaissances vers les autres membres de leur coopérative. Nous avons également formé des petits groupes où on n'aurait pas plus de 20 participants pour pouvoir faire attention aux thèmes d'hygiène. Assez souvent, nous avons réalisé du conseil par téléphone. Nous avons cherché toutes les manières de faire parvenir les connaissances à tous les coopérativistes. Et pour ce qui est d'affronter la pandémie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh bien, ce qui a été difficile, ça a été je pense que notre travail principal, ça a été de nous adapter et d'apprendre à écouter les autres. Nous avons adapté des mécanismes hybrides supplémentaires et nous avons beaucoup délégué avec nos représentants, même si généralement nous sommes accompagnés par un ou deux représentants de chacune des coopératives. Nous avons des coopératives avec plus de 1046 membres. Donc, l'idée est de leur donner du pouvoir, les autonomiser pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent participer. Écoutez, tout ce que vous faites pour ordonner tout ce volontariat, pour mettre de l'ordre dans ce volontariat, est très important parce que tout le monde veut faire quelque chose, mais il faut qu'il y ait un chemin qui soit clair. Et c'est vous qui ouvrez le chemin. Ceci n'est pas un petit loisir, c'est toute une mission avec des préceptes, des objectifs, des buts, des ressources. Ça change les vies. Et vouloir, c'est pouvoir. Et je pense que ça, ce serait le commentaire parfait pour terminer à parler de ce projet. Le courrier électronique, c'est possible.cop@fondationtelevisa.org. Et nous avons un portail avec nos initiatives qui s'appelle cop.possible.org.mx. Félicitations à tous deux. Transmettez notre félicitation à toute l'équipe parce que vous avez de nombreuses mains, il y a une nombreuse équipe, une équipe nombreuse derrière vous. Nous allons recevoir une autre organisation aujourd'hui. Bienvenue. Nous allons parler avec Juliana Moutis. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Juliana, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de partager avec nous tout ce que vous faites. Où êtes-vous né? Qui vous êtes? MCADEF est une entreprise de Barcelone, en Espagne, mais qui a un siège à Mexico et en Colombie. Nous avons des projets en Bolivie, en Équateur, au Pérou. Nous avons également travaillé au Maroc. Nous travaillons sur le développement d'affaires en faveur de l'environnement et de l'inclusion. Donc, dans ce sens, nous avons deux axes d'action, l'accompagnement direct, l'organisation de base et les entreprises dans tout le processus de création de ce type d'entreprise d'inclusion sociale. Et par ailleurs, nous avons un marché online pour créer des opportunités d'affaires à impact social.
Donc, ce que nous voulons, c'est de clore la brèche en profitant des traditions, des ressources naturelles qui existent dans les écosystèmes. Écoute, dans ce type de forum, Juliana, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de cas où il faut faire des pas fermes. Le thème de l'inclusion est essentiel pour la société. Comment vous faites pour travailler en faveur de l'inclusion? Kader a beaucoup travaillé pour clore les brèches de marché. Nous travaillons avec les réserves de la biosphère dans des espaces naturels où il y a des ressources naturelles qui ont de la valeur sur le marché, parfois pas de manière très positive, mais la distance entre la réalité locale et la réalité de ces marchés-là est énorme. Donc, c'est un processus où il faut accompagner ces organisations pour que depuis leur réalité locale, l'on rende visible ces marchés parce que nous avons des coopératives qui travaillent avec des glaces de très bonne qualité, mais dans des marchés où ils ne se rendent pas compte de la valeur de leurs produits, où nous avons des entreprises qui travaillent avec le charbon végétal, mais qui sont dans des marchés qui payent très peu pour tout cela. Donc, il y a une compréhension insuffisante au niveau local de ces marchés. Dans un premier moment, je pense que ce processus d'établissement d'un pont commercial entre les entreprises qui pourraient être intéressées par ces produits et ces coopératives locales permettra une meilleure connaissance de ce que les deux parties peuvent apporter et ce sera au bénéfice de tout le monde. Mais quelle grande idée! Vous travaillez en faveur de l'équité, de la justice, de rétribuer ceux qui font des apports depuis les communautés. Il y a tant de choses à faire. Il y a tant de choses à faire. Je voudrais souligner que parfois, il y a des problèmes que nous voyons dans nos pays en pensant que ça n'arrive qu'ici. Nous pensons que ça n'arrive que dans notre petite bulle, alors qu'il y a des choses qui se passent dans le reste du monde. Quel conseil tu donnerais pour les gens qui nous regardent depuis le reste des pays et qui n'ont pas encore osé faire le pas? Bon, je ne sais pas si c'est un conseil valable ou pas, mais depuis l'apprentissage que nous avons eu, je pense que ce travail de commencer à analyser la valeur différentielle du local par rapport à ce que marquent les tendances du marché. Enfin, nous, dans la péninsule du Yucatan, nous avons travaillé avec des coopératives du miel. Le miel est un produit qui est souvent mal payé, mais lorsque ce sont des coopératives de biosphère, c'est un miel de qualité différente, exceptionnelle. C'est même quelque chose qui a des odeurs, un parfum, un saveur qui pourrait apporter quelque chose aux aliments, ce qui n'existe pas dans le miel industrialisé. Qu'ils reconnaissent la valeur de leurs produits, c'est le premier exercice qui doit être fait depuis le début pour pouvoir se concevoir de manière différente et pour pouvoir négocier de manière différente. Et je pense que nous sommes au moment exact pour commencer à créer ces opportunités. Où est-ce que les gens pourraient vous chercher pour se former avec vous, travailler avec vous? Avec la page web de Minkader, www.minka.com.
Et c'est là qu'il y a un formulaire de contact. Juliana, est-ce que tu pourrais partager également ta page web pour en prendre note? www.milka, M-I-N-K-A, UV.com. C'est là que vous trouverez l'information nécessaire pour que ceux qui souhaitent une information ou travailler avec vous, Juliana, ceux qui voudront travailler avec vous dans ce travail titanique, je suis certain qu'il y aura des personnes qui voudront travailler avec vous. Un applaudissement, s'il vous plaît, pour Mariana. Luis Fernando, si tu es d'accord, nous terminons notre passerelle. Merci à tout le monde. Si quelqu'un du forum veut poser une question, bon, nous savons qu'il y a des questions sur le chat. On en fera un recueil. Nous terminons en beauté avec une personne qui nous a proposé un délicieux café ici. Donc, bienvenue les gens, l'équipe de Calpectic. Calpectic, soyez les bienvenus. C'est vous qui nous avez réveillés avec un beau café, une coopérative de l'État du Chiapas qui a énormément de succès et qui font un grand effort pour transformer beaucoup de choses. Nous sommes accompagnés par Omar Alejandro Sánchez Aldama et Victor Crescencia Vilchis Pérez. Bienvenue, comment allez-vous? Bien, merci. Merci d'être ici. Merci de nous permettre de mieux connaître Calpeltic. Luis Fer, tu es d'accord? On va fermer de la plus belle des manières. Oui, je suis d'accord avec toi, Paola. Ce type d'association, comme dans d'autres cas de succès, où ils sont en train de bénéficier des communautés, des familles, des femmes, des hommes, tous les membres de familles complètes, parce qu'ils apportent un bénéfice à l'État, le développement, la croissance de leur État. Comment avez-vous commencé? Oui, c'est bien cela. En fait, nous venons de la partie intégratrice de l'économie Yomolatel. Dans notre langue indigène, autochtone, le Tsetzal Somolatel signifie « nous travaillons ensemble, nous marchons ensemble, nous rêvons ensemble ». Cela veut dire le travail axé sur une vision communautaire où nous mettons les personnes au premier plan. Cette pépinière d'entreprises sociales inclut 3 entreprises qui aident les producteurs à avoir un revenu juste. Dans Yomolatel, nous avons la coopérative de producteurs, la commercialisation du miel organique. Nous avons la production du café que vous avez pu goûter ce matin, un café qui vient de Calpeltic. Ceci est né du besoin de soutenir les producteurs qui sont la base principale de notre projet. En fait, ce projet a commencé début 1990. Les jésuites sont arrivés dans le Chiapas et ils ont vu les producteurs qui achetaient des produits organiques comme le café, qui étaient achetés à des prix très faibles. Depuis leur initiative, ils ont commencé à inviter les producteurs à appartenir à une coopérative qui, plus tard, allait adopter l'économie sociale et solidaire. C'est là qu'est né le projet avec l'intention d'aider nos producteurs. Alors, Calpeltic est né de l'intention d'encourager davantage nos producteurs pour qu'ils puissent penser que leur café se vend et qu'il peut leur assurer un revenu plus digne par rapport à ce qu'offrent d'autres entreprises qu'on appelle ici les coyotes. Ils achètent le café à très faible prix. C'est ainsi que Calpeltic est né et qui est devenu un projet très grand maintenant, qui englobe une marque très reconnue ici à Mexico et dans tous les États de la République.
et tout le monde a goûté notre café dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, le Canada. Et nous avançons dans ce projet qui va sur la bonne voie. Le Mexique, sans aucun doute, on peut se distinguer pour notre excellent café. Beaucoup de pays cherchent le café mexicain, le café du Chiapas et beaucoup d'autres endroits. Pour toi, que signifie le fait de pouvoir offrir un produit de qualité au monde entier? Nous sommes très fiers, comme notre camarade le disait. Il y a beaucoup de choses derrière une tasse de café. On n'y pense pas forcément. On ne donne pas assez de valeur au travail qu'il y a derrière chaque tasse de café. Mais quand on est passionné par ce thème, comme c'est mon cas, c'est une expérience très chouette de pouvoir partager avec tout le monde et de pouvoir mettre en valeur le travail. Comme le disait mon camarade, on travaille directement avec les producteurs, ceux qui grillent le café et aussi la faire parvenir jusqu'à la tasse de café. C'est ce qui nous distingue d'autres grandes chaînes. Nous, on a cette partie d'un prix et un commerce équitable. On travaille directement avec les producteurs et les chargés de faire griller le café et aussi la vente dans les tasses. Donc, on offre une formation à toute la chaîne, formation pour la gestion, pour griller, pour vendre. On suit tout le processus. Pour moi, c'est quelque chose de très chouette à pouvoir partager et pouvoir vous offrir une bonne tasse de café que vous allez aimer. Et vous pouvez le vérifier puisqu'on parle du produit final. Il est là. Il est juste là en face. Allez goûter votre tasse de café. Vous pourrez apprécier tout l'effort qu'il y a derrière. Donc, félicitations véritablement à toute votre éthique de travail, votre investissement, votre commerce équitable, éliminer les intermédiaires et apporter des bénéfices à tous ceux qui travaillent. Capeltic est une grande famille qui offre des fruits. Félicitations, félicitations, merci d'être ici avec vous. Votre réseau social Facebook, Capeltic Nuestro Café, et sur Instagram, @Capeltic. Vous pouvez les suivre sur les réseaux. Nous sommes à l'intérieur de l'université ibéro-américaine, ici à Mexico, à Guadalajara, dans l'ITESO, et nous avons plusieurs points de vente. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, que pouvons-nous dire? Nuestro Café est une vraie beauté. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Ne partez pas, parce qu'on va demander à tous nos invités d'être ici et puis de recevoir un applaudissement. Venez, on va prendre la photo. Merci, parce que vous êtes tous un exemple de gens qui entreprennent, qui ont apporté quelque chose d'avantage au monde. Pas juste l'idée, mais la réalisation de l'idée. Comme vous l'avez fait, de l'autre côté de l'écran, il y a beaucoup de gens qui, comme vous, ont des idées. Nous vous invitons à vous rapprocher, à tous ceux qui ont des programmes qui peuvent vous donner. Ah, on s'est placé par taille. On est prêt pour la photo? Perfecto, gracias. Un fuerte aplauso. Parfait, merci. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour tous nos invités. Merci. Merci à vous. Ce forum a la force qu'il a. Merci à l'effort de vous tous qui avez osé introduire ce changement. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo.
Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en el que trabajamos con equipo y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con 2 plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder en tiempo y forma a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales, con el apoyo de 4 sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional. Comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boy, Pato Pascual, Lulú, Néctasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog, además de la leche Pascual. Nuestras plantas tienen la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 en los procesos de elaboración de bebidas, néctares y pulpas de fruta. Asimismo, contamos con la certificación de FDA en Estados Unidos, lo que nos permite exportar nuestros productos a este país. Para la elaboración de nuestros productos, utilizamos fruta selecta, verificada directamente por nuestra área de control de calidad. Apoyamos el desarrollo y crecimiento del campo nacional, ya que, beneficiando a los productores del campo mexicano, en Cooperativa Pascual consumimos más de 20,000 toneladas de frutas al año. Y con la compra directa del azúcar que se requiere para la elaboración de las bebidas que comercializamos, se apoya también a los ingenios azucareros de nuestro país. En una empresa como esta, basamos parte de nuestra fortaleza en la distribución de nuestros productos. Por esto, contamos con una infraestructura de unidades de reparto, asegurando así que nuestras bebidas se puedan disfrutar en cada rincón de México y el extranjero. Para Cooperativa Pascual, el consumidor es lo más importante. Por esto, nuestras decisiones, el personal, las inversiones en tecnología y capacitación se enfocan en satisfacer a los paladares más exigentes. La excelencia de nuestros productos nos ha merecido diversos premios, como el de la excelencia europea, el americano de calidad y reconocimientos internacionales al prestigio comercial de bebidas de marca y calidad. Dentro de la cooperativa tenemos una Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC, con un amplio acervo pictórico de importantes artistas. Esta fundación realiza exposiciones por todo el país y apoya diversos proyectos culturales independientes. Por otra parte, contamos con un centro recreativo ubicado en San Juan Teotihuacán para el esparcimiento de los trabajadores y del público en general. Orgullosos de nuestra apuesta por el crecimiento sostenible, el compromiso con el medio ambiente, la creación de empleos y la integración, llevamos nuestras bebidas a cada vez más personas, que son la auténtica base de nuestro futuro. Ser una cooperativa no es solo una figura administrativa, es la orgullosa realidad de una empresa 100% mexicana. Somos lucha, somos calidad, somos la experiencia de más de 80 años en el mercado, somos líderes en la elaboración de bebidas, somos Cooperativa Pascual, calidad que sabe a tradición.